Les monstres. Ils étaient censés appartenir au passé, des créatures nées de l'imagination de conteurs hantés, murmurant dans l'obscurité des nuits sans lune. Des ombres tapis dans les recoins de l'esprit, glissant des frissons glacés le long de l'échine des âmes trop vulnérables. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que ces horreurs insensées, ces visions cauchemardesques, n'étaient peut-être pas si imaginaires après tout, que certaines d'entre elles existent bel et bien, qu'elles respirent, qu'elles attendent, juste au seuil de votre porte, ou quelque part, dissimulées dans ce ciel noir où le vide vous observe en retour. Partout où l'humanité croit avoir conquis, exploité et imposé sa suprématie, elles sont là, dissimulées, silencieuses, aussi patientes que la mort elle-même. Elles se cachent et attendent jusqu'à ce que nous soyons isolés, dispersés, brisés. Elles connaissent nos faiblesses aussi bien qu'un prédateur étudie sa proie. Elles prospèrent dans la nuit, car l'obscurité est leur élément naturel, l'absence de lumière est leur rire, et le frémissement incertain d'une flamme vacillante est leur moquerie de notre force fragile. Pour elles, nous ne sommes rien de plus que de frêles créatures, cherchant la sécurité dans le nombre, nos esprits affûtés, mais nos corps vulnérables. C'est pour cela qu'elles ne nous anéantissent pas totalement. Elles ne le peuvent pas, car malgré leur supériorité, elles craignent notre multitude. Et ce que nous pourrions découvrir. Je le sais, parce que je les ai vus. Écoutez des histoires, laissez leurs échos s'enrouler autour de votre esprit, jusqu'à ce qu'ils y prennent racine, c'est une chose. Mais voir de ses propres yeux, c'en est une autre. Voir des choses capables de glacer le sang du plus aguerri. Des choses qui m'ont fait ressentir. Comment l'expliquer ? Comme si, en me regardant, elles ne voyaient pas seulement une proie. Peut-être est-ce pour cela qu'elles m'ont laissé vivre. Tout a commencé quand j'avais 7 ans. Je me souviens de cet été-là, quand mon oncle Mike, mon cousin Rob et la petite amie de Rob, Tiffany, ont débarqué à Fresno et proposé une excursion dans les montagnes de la Sierra Nevada. Mon grand-père, lui, n'en voulait pas entendre parler, et c'était surprenant, venant de lui. Il n'était pas du genre à s'opposer fermement à quelque chose. Mais j'ai fait un caprice, j'ai crié, pleuré, usé de toutes les ruses qu'un enfant de 7 ans connaît, et il a fini par céder. Nous sommes partis à l'aube, je me souviens des arbres, ceux que vous ne verrez plus aujourd'hui. Ces géants majestueux qui me fascinaient, abattus, disparus comme tant d'autres choses qui gardèrent des secrets. Le ciel était d'un bleu limpide, les nuages gonflés comme des moutons paresseux. Mais l'après-midi venu, j'ai senti le changement. Ces nuages s'épaississaient, s'assombrissaient, s'étendaient comme un présage silencieux au-dessus de nous. La pluie arrivait, une tempête. Nous avons passé la majeure partie de la journée au lac Shaver. C'était amusant, je crois que c'était amusant. Grand-père est arrivé tard pourtant, et il n'a jamais pris part à quoi que ce soit. Quelque chose dans son silence me mettait mal à l'aise. Il scrutait l'eau, comme s'il s'attendait à ce qu'elle recrache quelque chose d'un instant à l'autre. Même mon oncle Mike semblait tendu, bien qu'il ait tenté de le masquer sous des plaisanteries bravaches. Quand l'orage est arrivé, nous étions installés dans un chalet loué, à 5 miles du bourg le plus proche. Une grande bâtisse, perchée sur une colline en pente, bordée d'arbres, qui ressemblaient à des crocs noirs sous le ciel gris. 3 chambres, 2 à l'étage, une au rez-de-chaussée et une cuisine bien trop proche de la porte d'entrée à mon goût. Un vaste salon, un garage assez grand pour 2 voitures et une pièce étrange sous l'escalier. Je me souviens de cette pièce, je ne l'aimais pas. Quand mon cousin Rob est parti chercher des pizzas, j'ai insisté pour dormir à l'étage avec grand-père. Hors de question que je passe la nuit à côté de cette fichue porte sous l'escalier. Et la fenêtre de cette chambre. Elle donnait sur la forêt. La forêt. Inutile d'en dire plus. À 20h59, la tempête hurlait. La pluie fouettait les vitres comme si elle avait une volonté propre. Le tonnerre grondait et les éclairs transformèrent les arbres en ombres gigantesques, pulsant au rythme des détonations célestes. Rob n'était toujours pas rentré. Tiffany faisait les 100 pas, rappelant son téléphone encore et encore, mais rien. Juste le silence. Puis les lumières se sont éteintes. « Bordel ! Ça commence à être long !» cracha Tiffany. Elle paniquait. Mon oncle Mike tentait de garder contenance en cherchant des bougies et des allumettes. « Rob devrait être revenu maintenant. »« On est en montagne, » grogna mon oncle. La tempête a dû foutre en l'air le réseau. « Et s'il avait eu un accident ? S'il... » « On va le retrouver. » trancha Mike, mettant fin à la discussion. Grand-père, toujours aussi silencieux, n'aimait pas ce plan, mais il ne pouvait pas laisser son fils partir seul, sous cette pluie battante. Avant de quitter le chalet, il s'est tourné vers Tiffany et lui a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « N'ouvre la porte à personne. » Sa voix était basse, plate, presque, morte. « Personne, sauf si tu es sûr que c'est nous. Pose une question que seuls nous connaissons. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia Tiffany.
Qui d'autre pourrait... Contente-toi d'écouter, répliqua-t-il, son regard perçant dans la lumière tremblotante des bougies. Pose une question que seuls nous connaissons. Et sur ces mots, ils disparurent dans la nuit. Tiffany verrouilla les portes et me serra contre elle. Je restai là, agrippé au bas de son sweatshirt, fixant la fenêtre. Dehors, les arbres se balançaient et gémissaient, comme s'ils étaient vivants. Et, juste une seconde, juste un battement de cœur, je crus apercevoir quelque chose, une silhouette, une forme. Quelqu'un qui nous observait, debout à la lisière des bois. Elle ne bougeait pas, elle ne clignait pas des yeux. Puis, l'obscurité l'engloutit tout entière. 30 minutes s'écoulèrent, lentes et rampantes, s'étirant comme des choses blessées se traînant péniblement à travers le temps. Les hommes n'étaient toujours pas revenus, et Tiffany et moi étions seuls, piégés dans ce fichu chalet, entourés d'arbres chuchotants et de vitres ruisselantes de pluie. Nous avons essayé de jouer à des jeux de société, de rire, de prétendre que nous étions des gens normaux, passant une nuit normale. Mais la tempête, elle, avait une voix bien à elle, et elle ne nous laissait pas oublier. Le vent s'enfonçait dans la forêt, sifflant bas et creux comme un souffle filtrant à travers des dents fêlées. Les branches griffaient les fenêtres, tapant doucement mais avec insistance, comme de longs doigts osseux cherchant à entrer. « Tu crois qu'ils vont retrouver Rob ?» demandai-je d'une petite voix. « Ouais, je crois », répondit Tiffany. Mais ces mots flottèrent, légers et fragiles, dans l'air alourdi. « Ils doivent », murmura-t-elle, et dans sa voix il y avait du doute. Puis ça arriva. Le coup frappé, ni hésitant, ni poli, urgent, désespéré, un son qui trancha l'air comme une balle. Nous nous figeâmes tous les deux. Un deuxième coup retentit, plus fort, plus brutal. « Qui est là ?» lança Tiffany, sa voix tremblant, depuis le salon. « Tiffany, c'est moi, Rob, ouvre la porte, vite !» La voix dehors était paniquée, presque en larmes. Rob, ou quelque chose qui lui ressemblait. Tiffany se redressa d'un bond, l'instinct de lui répondre prenant le dessus un instant. Mais alors, l'avertissement de grand-père me revint en mémoire. Il s'imposa à moi, comme un frisson glacial s'enroulant autour de ma colonne vertébrale. « Attends !» m'écriai-je, la voix si tranchante qu'elle s'arrêta net en plein mouvement. « Ce que grand-père a dit, n'ouvre pas. »« Pas encore. » Elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés d'incrédulité. « T'es sérieux ?» Je ne savais pas pourquoi j'avais dit ça. Je n'aurais pas su l'expliquer, mais quelque chose d'instinctif, d'animal, rampait en moi, me murmurant que quelque chose n'allait pas. « Attends, je suis désolé, souffla Tiffany, déglutissant avec peine. Elle éleva la voix vers la porte. « Je n'arrive pas à croire que je vais demander ça, mais... C'est vraiment toi ?»« Quoi ?» La voix de Rob semblait tendue. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que c'est moi. »« Prouve-le, » dit Tiffany, sa voix serrée. « Qu'est-ce qu'on a porté à Halloween dernier ?» Silence. Juste le bruit de la pluie battant contre les murs du chalet. Enfin, il répondit. « On n'est pas sorti faire la tournée des bonbons. Maintenant, ouvre la porte, vite, il y a quelque chose derrière moi. » Tiffany et moi nous figeâmes. Mauvaise réponse. « On est sortis, chuchota-t-elle, presque pour elle-même. On était Bane et Poison Ivy. » Le silence derrière la porte s'épaissit, comme si quelque chose de l'autre côté réfléchissait. Puis les coups revinrent. Boum, boum, boum. Plus fort cette fois. Une force derrière eux qui n'y était pas avant. « Ouvrez la porte !» La voix avait changé. Elle était plus rauque, plus grave, trop fausse. Ce n'était pas Rob. Ce n'était plus une supplication, c'était un ordre, une exigence. Les coups redoublèrent, plus lourds, plus furieux. La porte trembla sur ses gonds. Tiffany hurla à travers la porte, lui ordonnant d'arrêter. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus respirer. « Ouvre la porte !» Le rugissement la serra l'air, un son strident qui griffa le chalet comme des ongles sur du verre. Cette voix n'avait plus rien d'humain, elle traînait ses syllabes depuis un endroit sombre, un endroit où aucun être vivant ne devrait jamais s'aventurer. Et puis, crac. Le cadre de la porte explosa en éclats. Toute la maison trembla sous l'impact. Tiffany n'attendit pas. Elle agrippa mon bras et me tira en arrière, me traînant jusqu'à la chambre de grand-père. Je trébuchais, mes jambes cédant sous moi, mais elle me poussa à l'intérieur et referma la lourde porte derrière nous. Elle tomba à genoux, ses mains fébriles cherchant à tâtons un long coffre en métal sous le lit. « Allez, allez !» murmura-t-elle, ses doigts tremblants alors qu'elle finissait par en sortir un fusil Remington. Elle tenta d'y glisser une cartouche, mais ses mains ne tenaient plus en place. Dehors, quelque chose frappa à nouveau la porte. Le bois gémit sous la pression. Et puis, le silence. Pendant un instant, il n'y eut plus que le souffle saccadé de Tiffany et mes sanglots étouffés. Clic. Un bruit à peine audible, un effleurement sur le parquet, un pas, puis un autre, lent, précautionneux. Les lattes du sol grincèrent sous un poids anormal. Je fixai la porte, mon dos pressé contre la fenêtre, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il allait me trahir. Toc. Cette fois, c'était poli, léger. Tiffany. Cette voix,
celle de Rob, douce, suppliante. Je sais que vous êtes là, toi et la fille. S'il te plaît, sors avec elle, donne-la-moi, et je te promets que tu garderas ta peau sur tes os. Tiffany ne répondit pas. Elle arma simplement le fusil, le pointant droit sur la porte. Je couvris mes oreilles, déjà prêt à encaisser la détonation. La voix soupira. Très bien, on va faire ça autrement. Et c'est à ce moment-là que la fenêtre explosa derrière moi. Je hurlais alors qu'une paire de mains froides et griffues jaillissait à travers le verre brisé et m'agrippait. Avant que Tiffany ne puisse réagir, avant que je ne puisse me débattre, on me tirait dehors, avalé par la nuit. Tiffany cria mon nom. Le fusil gronda une fois, puis une seconde. Mais c'était trop tard. Je fus traîné à travers la forêt noire, les branches fouettant mon visage. Les mains qui me tenaient étaient longues, puissantes, aux ongles acérés comme des serres. Je me débattis, donnai des coups de pied, griffais de toutes mes forces, hurlant jusqu'à en brûler ma gorge. Mais ça ne s'arrêtait pas. Puis, brusquement, ça s'arrêta. La chose se figea net, comme si elle avait entendu quelque chose que je ne pouvais percevoir. Elle renifla l'air, un grondement sourd montant de sa poitrine. Puis, elle me lâcha. Aussi simplement que ça. Elle se fondit dans l'obscurité, disparaissant entre les arbres, me laissant en pantelant sur le sol humide de la forêt. Et c'est là que je les vis, des phares, déchirant la nuit noire, grand-père et oncle Mike. Ils me retrouvèrent, titubant vers eux, trempés et hystériques. Rob était avec eux. Il était couvert de sang, hagard, à peine capable de tenir debout. Il avait eu un accident. Sa voiture était partie en vrille après que quelque chose avait traversé la route devant lui. Nous ne restâmes pas longtemps. Oncle Mike entra dans le chalet et revint avec Tiffany. Elle était en sale état, blessée, mais vivante. On ne prit rien. On laissa tout derrière nous, le chalet, les bois et ce qui nous attendait dans l'ombre. Nous ne sommes jamais retournés à Shaver Lake, jamais remontés dans ces montagnes. Mais ce n'était pas ma dernière rencontre, ni la dernière fois que j'entendrais ces murmures dans la forêt, pas de loin. Et les années passèrent, et ce qui s'était passé cette nuit-là resta suspendu au-dessus de ma vie, lourd comme un vieux manteau dont je ne pouvais me défaire. La moitié de la famille s'éparpilla, comme des cercles s'éloignant d'un caillou jeté dans l'eau noire. J'entendais des nouvelles, parfois, des cousins partis loin, recommençant ailleurs, loin des ombres que nous avions partagées. Moi, je suis resté. Je suis resté dans ma peau, une peau qui, désormais, ne me semblait plus vraiment la mienne. Les cauchemars m'ont hanté pendant des années. Au début, ce n'étaient que des fragments, des mains griffues, s'étirant à travers des fenêtres brisées, des yeux couleur ambre luisant entre les arbres noirs. Toujours ces arbres. Puis, les images se sont figées, cristallisées. Je les voyais nettement dans mes rêves. De grandes silhouettes humanoïdes, à la tête de chiens, aux mâchoires capables de broyer des os, leurs yeux brûlants d'une faim vorace. Elles me traquaient à travers d'interminables forêts, silencieuses, patientes. Je me réveillais en hurlant, les draps trempés de sueur, persuadé qu'elles étaient toujours là, cachées dans l'obscurité, guettant à travers les fissures. À l'adolescence, les cauchemars se sont estompés, mais autre chose a changé, subtilement d'abord, comme une ombre fugace au bord du regard. J'étais différente, je le sentais. À 13 ans, je me suis mise à désirer la nature, pas juste la désirer, mais en avoir un besoin viscéral, comme une plante en quête de soleil. Grand-père m'emmenait à Millerton Lake ou à Kings River, mais jamais en montagne, jamais dans les bois, comme s'il savait quelque chose, mais refusait d'en parler. En grandissant, mon corps ne changea pas comme celui des autres. Mes sens s'aiguisèrent à un point presque inhumain. J'entendais des murmures à 60 mètres, peut-être plus. Je pouvais sentir la pluie des heures avant qu'elle ne tombe, discerner chaque nuance du vent, sève, fumée de bois, décomposition. Ma vue s'étirait sur des kilomètres, si je le voulais. Quant à ma force, disons simplement qu'elle n'avait rien d'ordinaire. Mais le pire, c'était l'isolement. Les gens m'exaspéraient. Ils ne percevaient pas le monde comme moi. Ils ne sentaient pas la pulsation de la vie sous leurs pieds, n'entendaient pas la forêt respirer autour d'eux. J'étais un loup enfermé parmi les moutons. Alors j'ai cessé d'essayer. Ma seconde année de lycée fut la plus solitaire. J'avais des connaissances, bien sûr, mais aucun véritable ami. Puis il y eut la sortie scolaire, comme si l'univers attendait mon retour dans les bois. Madame Barroza, ma prof de sciences, annonça que nous partions 2 jours à Shinny's Peak, trop près, beaucoup trop près, de Shaver Lake. Grand-père était en voyage, et c'est oncle Mike qui devait me surveiller. Mike, lui, ignorait la vérité sur cette nuit-là. Il n'avait jamais vu ce que j'avais vu. Pire encore, il était déjà retourné là-bas, comme s'il défiait ces choses de se montrer à nouveau. Quand je lui demandai l'autorisation d'y aller, il me surprit. Il accepta, à une condition.
Il viendrait comme accompagnateur. J'acceptais, même si sa présence constante m'irritait. Le trajet en bus jusqu'à Huntington Vista Road fut sans incident, rythmé par les plaintes des élèves à propos des moustiques et des profs. Je les ignorais. Quand nous atteignîmes les abords du centre de villégiature et nous enfonçâmes dans la montagne, la forêt m'appela. Je le sentis dans mes os. Chaque fois que j'en avais l'occasion, je m'écartais du groupe, sourde aux avertissements de Mike. Le terrain rocailleux, les arbres chuchotant dans le vent, tout cela ressemblait à un foyer. Puis vint la nuit, et la forêt changea. Quand le soleil disparut derrière les crêtes, elle s'éveilla. Subtilement d'abord, les ombres s'étirèrent, la brise prit des accents de murmure. Les autres le sentirent aussi. Ça se voyait dans leur façon de se serrer autour du feu, de jeter des regards inquiets vers l'obscurité mouvante. À minuit, le camp s'apaisa. Les élèves sans accompagnateur dormaient dans le grand chalet de Madame Barrosa. Les autres partageaient des cabines avec des adultes. Je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose me rongeait, une impatience sourde, insatiable. Alors je sortis prendre l'air. La nuit était froide, la lune basse projetant sa lumière argentée sur la forêt. Je marchais sur le sentier de gravier, aussi silencieuse qu'un spectre. Et c'est là que je le sentis. Une odeur familière sur le vent, de la fumée. Greg. Je le trouvais sur le parking, accroupi, un joint entre les doigts. La lueur orange pulsait comme un cœur minuscule. Il leva les yeux, sursautant, son regard fou scrutant la lisière des arbres. « Greg !» chuchotai-je. Il bondit de 3 bons pieds en l'air. « Putain, Selena, tu veux ma mort ? Relax. Ne fais pas ça quand je plane, mec. » marmonna-t-il en secouant la tête avant de tirer une nouvelle bouffée. Je jetai un regard derrière lui, là où la forêt plongeait dans le noir, ses silhouettes d'arbres figées, pesantes. « Un truc t'a fait flipper ?» Greg se crispa. « J'en sais rien. Peut-être. Je te jure que quelque chose bouge là-bas. » Il désigna l'est vers la partie la plus dense des bois. Je suivis son regard. Rien que des ombres et du silence. Le vent caressa doucement les branches, mais pour moi c'était comme si les arbres retenaient en leur souffle, comme s'ils observaient. « T'as juste fumé trop de cette merde !» dis-je, même si je n'en croyais pas un mot. Greg força un rire, mais ses yeux ne quittèrent jamais l'obscurité. « Ouais, peut-être, j'ai juste l'impression qu'on nous regarde. » Je ne répondis pas, parce que moi aussi je le sentais. On resta là un moment, Greg divagant sur l'histoire, un truc sur les Chinois qui auraient inventé l'herbe, utilisé le chanvre pour les vêtements, blablabla. J'essayais d'écouter, mais mon attention restait fixée sur la forêt. L'air avait une odeur étrange, froid, métallique, comme du sang sur de vieilles pièces de monnaie. Et puis je l'entendis, un son lointain, faible mais distinct, un craquement lent, délibéré, comme des pas foulant le sol. Greg continuait de parler, inconscient du reste. « Au fait, j'ai une question. »« Vas-y. Tu t'es jamais demandé qui étaient tes parents ?» La question me frappa comme une gifle, soudaine et brutale. Ma poitrine se serra et je me tournai vers lui. Des années durant, je m'étais posé cette question. Qui ils étaient ? Pourquoi ils n'étaient pas là ? Elle avait grandi en moi comme une plaie jamais refermée, mais je ne l'avais jamais exprimée à voix haute. « Oui, mais je ne sais pas. Je ne sais toujours pas vraiment qui ils sont. » murmurai-je, ma voix plus fragile que je ne l'aurais voulu. « Merde, et t'as jamais demandé à ton oncle ou à ton grand-père » insista Greg, piqué de curiosité. « Si, » répondis-je en fixant les silhouettes sombres des arbres. « Mais leurs réponses sont différentes. Grand-père se ferme à chaque fois que j'en parle, comme si les mots eux-mêmes lui étaient impossibles. Mais oncle Mike, il dit autre chose. Il dit que j'avais une mère. Mon père, en revanche, c'est une autre histoire. » « Qu'est-ce qu'il raconte sur lui ?» demanda Greg, se penchant légèrement, son air moqueur envolé. J'hésitais. « Je crois pas. »« Oh, allez, c'est bon, je dirai rien à personne, » insista-t-il, ses yeux brillant dans l'obscurité, les braises de son joint rougeoyant à chaque inspiration. « Je sais pas. Sérieux ? Ouais. » Je m'interrompis net. Je ne voulais pas en parler. Pas maintenant. Pas avec Greg. Pas sous cette pleine lune qui nous surplombait comme un immense œil blanc. Alors je changeai de sujet, lançai une remarque débile sur les cours ou la sortie scolaire, et Greg suivit le mouvement. On parla encore un moment, jusqu'à ce que la nuit devienne plus lourde autour de nous, la forêt semblant se resserrer, tendue, comme si elle cherchait à écouter. Finalement, je raccompagnai Greg jusqu'à sa cabine. Il était trop défoncé pour grimper par la fenêtre, alors je l'aidai à se hisser, une vraie scène de Cendrillon version délinquant. Puis il disparut à l'intérieur, refermant la fenêtre derrière lui d'un bruit mat. Je restai seul, et ça m'allait. La lune brillait haut dans le ciel, drapant les arbres de sa lumière argentée. Le vent fit frémir les feuilles, doucement, presque apaisant.
Je pris une longue inspiration, emplissant mes poumons de cet air froid et pur, et pendant un instant, tout sembla immobile, paisible, jusqu'à ce que j'entende le bruissement. Il venait du fond de la forêt un son si léger qu'il aurait pu passer pour le vent, mais ce n'était pas le vent. Je connaissais la différence, et puis je l'entendis. Séléna, un murmure, râpeux comme des mots traînés sur du gravier. Mon sang se glaça. Lentement, très lentement, je tournai la tête, comme si bouger trop vite pouvait l'inciter à surgir. Il était là, oncle Mike. Mais quelque chose n'allait pas. Il se tenait à la lisière de la forêt, à moitié dissimulé par les ombres. Son visage était figé, illisible, mais ses yeux brillaient comme des braises ambrées dans l'obscurité. Il fit un pas vers moi, ses bottes écrasant des brindilles sous son poids. « Oncle Mike ?» Ma voix tremblait. « Je suis désolé, j'avais juste besoin d'air. » Je m'arrêtai net, parce que, en s'approchant, son corps commença à changer. D'abord, c'était subtil, un affaissement étrange de ses épaules, un étirement anormal de son cou. Puis, ses jambes se plièrent à l'envers dans un craquement écœurant, déchirant le tissu de son pantalon. Je reculais, suffocant, tandis que ses bras s'allongeaient, devenant maigres et noueux, une fourrure argentée brillant sous la lumière de la lune. Sa tête se rejeta en arrière, un bruit sec, comme du bois qui éclate, et ce qui avait été le visage de mon oncle s'étira, se tordit, jusqu'à devenir autre chose, un museau, une tête de loup, effilée et trempée de bave, ses crocs jaunis dévoilant un sourire grotesque. Je t'ai enfin trouvé. Les mots s'infiltrèrent dans mon esprit, clairs comme le jour, bien que sa bouche ne bougeât pas. Je ne savais pas comment je les entendais, peut-être qu'il me les soufflait par la pensée. Avant que je ne puisse crier, sa main, non, sa griffe, m'agrippa à la gorge et me souleva, comme si je ne pesais rien. Mes pieds battirent à l'air, impuissants, tandis que la peau rugueuse et calleuse de sa paume s'enfonçait dans ma trachée. Il incline la tête, ses yeux ambrés et insondables, me scrutant, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Puis il bougea, il courut. La vitesse était inimaginable. Une seconde, nous étions sur le parking. La suivante, je volais dans les airs, projeté par-dessus la barrière en bois qui séparait le lotissement de la forêt en contrebas. Je dévalais la pente comme une poupée désarticulée, mon corps rebondissant contre pierres et racines, jusqu'à ce que mon dos percute un tronc d'arbre dans une explosion de douleur aveuglante. Je ne sais pas combien de temps je restais là, haletant, des éclats d'étoiles dansant dans ma vision. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne devais pas. Au-dessus de moi, j'entendis le bruit de son atterrissage, un choc sourd, lourd, comme un rocher tombant du ciel. Ses pas résonnèrent, lents, mesurés. Il approchait, je courus. Je ne sais pas comment, mes jambes brûlaient, mes côtes hurlaient, mais je courus plus vite que je ne l'avais jamais fait, zigzagant entre les arbres noirs comme une ombre. La forêt semblait vivante autour de moi, ses branches griffant mon visage et mes bras, ses racines tentant de me faire chuter. Je ne m'arrêtai pas. Je jaillis hors des bois et débouchai sur un champ ouvert. Immense, vide, le genre d'endroit qui aurait été magnifique en plein jour. Au loin, à peut-être 30 mètres, j'aperçus une grange, un vieux bâtiment voûté au toit affaissé où quelques chevaux s'agitaient à l'intérieur. Je courus vers elle. Les chevaux s'affolèrent quand je me glissai à l'intérieur, leurs sabots frappant frénétiquement le sol. Je me jetai dans un coin sombre, me recroquevillant, tentant de reprendre mon souffle sans un bruit. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis, le fermier entra. Il avait dû entendre le vacarme, car la porte grinça en s'ouvrant, et un homme pénétra dans la grange, un fusil à double canon niché contre son épaule. Son visage, buriné et sévère, se détendit légèrement lorsqu'il m'aperçut, meurtri en sang, tremblant. « Bon Dieu! Hé, ça va, gamin ?» Sa voix était basse, grave. Je secouai la tête, murmurant « Aidez-moi, quelque chose me poursuit. Je crois qu'il arrive. » « Quoi ? De quoi tu parles ? Quelque chose. » Un bruit brisa le silence, un froissement, un raclement. Je l'entendis. Lui, non. « Il est là !» soufflai-je. Le fermier fronça les sourcils et se redressa. « Bon, lève-toi, on va... » Les chevaux hurlèrent. Le cri déchira la grange, comme une alarme incendie. Des pas lourds résonnèrent de toutes parts, puis la porte explosa dans un fracas de bois brisé. La chose était là. Je ne vis presque rien, juste un éclair de fourrure, de crocs et une vitesse fulgurante. Le fermier tira un coup de fusil qui rata sa cible de plusieurs mètres, et avant qu'il ne puisse recharger, la bête était sur lui. Elle lui arracha le fusil des mains comme s'il s'agissait d'un jouet. « Cours !» lâcha le fermier dans un souffle étranglé, son visage blême de terreur. Je ne pus pas, j'étais figé, paralysé, tandis que je regardais la chose le soulever par la gorge. Il se débattit, tenta de crier, mais le son s'étrangla dans sa gorge lorsque la créature lui planta ses griffes dans le ventre. Je détournai les yeux, des larmes ruisselant sur mon visage alors que j'entendais la bête le déchiqueter.
Quand je relevais la tête, elle me fixait. Ses yeux jaunes brûlaient dans l'obscurité. Sa gueule maculée de sang. Elle avança d'un pas, lentement, puis tendit une main griffue vers moi. « Viens, c'est Léna, dit-elle, sa voix résonnant dans ma tête. Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. » Je ne sais pas ce qui fut le plus dur, me forcer à sortir de ce coin sombre de la grange, ou les suivre dans les bois. Ils ne me traînèrent non pas. Ils n'en avaient fait pas besoin. Ils étaient en quatre ombres massives et musculeuses, des cauchemars sculptés dans la chair et le silence. Chacun était différent, mais aucun n'était petit. Le chef était une montagne de muscles, chaque pas révélant la puissance brute qui se tordait sous sa fourrure sombre. Un autre était anormalement grand, trop grand, au moins 2,10 mètres, ses membres si longs qu'on aurait dit qu'il avait été étiré par une force invisible. Les deux derniers n'étaient en guère plus petits. Leur corps voûté et anguleux, semblables à des prédateurs en attente de leur proie. Tous étaient mâles, tous étaient mauvais. Et pourtant, je marchais, plus profondément encore, tandis que l'air se glaçait, que les arbres s'épaississaient et que le vent sifflait avec une fureur presque humaine, comme s'il me suppliait de faire demi-tour. Mais je ne pouvais pas. Je luttais pour suivre, trébuchant sur des racines et des ronces qui s'accrochaient à mes vêtements. Enfin, je m'arrêtais, grelottant violemment sous l'emprise du froid mordant. Je n'y arrive plus. Il fait trop froid, murmurai-je. Le plus grand s'arrêta et se retourna, ses yeux luminescents plissés d'agacement. « Avance, tu traînes !» gronda-t-il d'une voix rocailleuse, emplie d'impatience. Elle ralentit, constata l'être filiforme, sa voix semblable au craquement de branches mortes sous la neige. Le chef pivota et s'accroupit d'un geste anormal, ses articulations craquant en un bruit sordide alors qu'il se posait à quatre pattes. « Grimpe sur mon dos !» ordonna-t-il d'un ton grave, aussi implacable que l'éboulement d'une montagne. « Le regret. Le regret est un mot trop faible pour décrire ce que je ressentis en obéissant. Sa fourrure était rêche, emmêlée, et empestait la terre humide et la chair en décomposition. Mais je n'avais pas le choix. Je me cramponnais à l'épaisse toison de ses épaules, réprimant un haut-le-cœur au moment où il s'élança avec une vitesse terrifiante. Les arbres défilèrent à toute allure, le vent me fouettant le visage, jusqu'à m'en brouiller la vue. Les autres suivaient, leurs pattes frappant le sol avec la puissance du tonnerre. La montagne apparut bien trop vite, une ascension fulgurante que mon esprit refusait de comprendre. Comment pouvait-il grimper ainsi, escaladant la roche nue comme si elle était aussi tendre que de l'argile ? Je m'accrochais plus fort, les jointures blanchies par la tension, tandis qu'il bondissait de falaise en falaise, les griffes creusant la pierre comme si elle n'était qu'une simple écorce d'arbre. Au sommet, le vent était tranchant comme des lames, fouettant ma peau jusqu'à enflammer mes nerfs. Le paysage était aride, brutal, quelques arbres tordus, épars, dressant leurs silhouettes comme des doigts osseux contre le ciel. En d'autres circonstances, j'aurais trouvé cela beau, cette cime escarpée sous un ciel nocturne si limpide qu'on aurait dit un océan d'étoiles. Mais ce n'était pas beau, pas avec eux ici. Les quatre se disposèrent en demi-cercle, attendant quelque chose, quelqu'un. Je balayais du regard le sommet désolé, mon esprit en ébullition, mais il n'y avait rien ici, pas d'issue, pas d'abri, pas d'outils, ni d'armes pour me défendre. Cet endroit leur appartenait. Et moi, je n'avais rien à y faire. Je n'avais jamais eu ma place ici. Et puis, il arriva. Une ombre glissa à la lisière du sommet, si sombre qu'elle semblait s'être détachée de la nuit elle-même. Lentement, elle grimpa, la noirceur dégoulinant d'elle comme de l'huile, jusqu'à ce que la lumière de la lune révèle sa forme. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Il était plus grand que les autres. Beaucoup plus grand. Presque 2,30 mètres. Il les dominait tous. Son aura si écrasante qu'elle semblait plier l'air autour de lui. Sa fourrure était noire comme la nuit, mais des zébrures blanches parcouraient dans son visage et ses membres, semblables à des cicatrices. Ses griffes, longues, incurvées comme des faux, cliquetaient doucement à chacun de ses pas. Mais c'était ses yeux qui étaient hors des pires. Jaunes, luisants, ils vibraient d'une lueur malsaine, mais il y avait autre chose, une conscience, quelque chose d'ancien et de terriblement lucide. Les autres se figèrent, inclinant la tête comme des soldats face à un roi. « C'est bien elle, père ?» demanda le chef, sa voix soudainement timide. « Oui, » répondit le père, sa voix s'insinuant dans mon esprit comme de la fumée sous une porte. Ce n'était pas un son, c'était une pensée, lourde, titanesque. L'entendre me donna la sensation qu'on m'écrasait le crâne. « Je suis quoi, moi ?» balbutiai-je. « Elle n'en a pas l'air » ricana le plus imposant du groupe. Le père l'ignora. Il avança, son ombre m'avalant tout entière alors qu'il se penchait pour capter mon regard. Son regard transperça le mien, me clouant sur place comme un insecte épinglé sur un tableau. « Vous étiez tous comme elle, autrefois, » gronda-t-il. « Faibles, perdus.
Mais aujourd'hui encore, nous accueillons un nouveau membre dans la meute. Ne bouge pas, Selena. Cela ne prendra que quelques instants. Non, soufflai-je en reculant. Ils ne me laissèrent donc pas faire. Les 4 créatures se déplacèrent d'un seul mouvement fluide, refermant le cercle autour de moi. J'effectuais un tour sur moi-même, le cœur battant à tout rompre, cherchant une faille, une brèche, une échappatoire, n'importe quoi. Il n'y avait rien, rien d'autre que de la fourrure, des crocs et ces maudits yeux luisants. Puis ils hurlèrent. Le cri déchira la nuit, long, guttural, si profond qu'il fit trembler la terre sous mes pieds. Ce n'était pas un hurlement fait pour des oreilles humaines, c'était un son primitif, venu d'un autre âge, un son qui me changea. D'abord, ce fut un bourdonnement, une vibration sourde dans mon crâne, résonnant comme une note frappée sur un diapason. Puis le bourdonnement devint un battement, un rythme profond qui pulsa dans ma poitrine, dans mes bras, dans mes jambes. Mes os commencèrent à me faire mal. Mes muscles se tordirent dans une crampe si violente que mes genoux cédèrent en sous moi. La douleur enfla. Elle enfla. Je hurlai, mais le son resta prisonnier de ma gorge. Ma peau, elle était trop serrée, comme si quelque chose en moi tentait de l'arracher. Mes os s'étirèrent, craquèrent, s'entrechoquèrent sous l'effet des pulsations. Mes ongles se fendirent, s'allongèrent, noirs et recourbés. Mes dents, je les sentais, pointues, menaçantes. Quelque chose en moi était en train de s'effondrer. Je me perdais. Et puis, le noir. Ce qui vint après ne fut qu'une série de flashs, des bribes d'un cauchemar dont je ne pouvais pas m'extirper. Je courais, plus vite que je ne l'aurais jamais cru possible. Les arbres défilaient à une vitesse effrayante, le vent hurlant contre ma peau alors que mes piétons semblaient effleurer la terre comme une ombre. Puis les cris. Des gens, des hommes, des femmes, leurs visages tordus par la terreur, leurs voix déchirant la nuit, le sang, éclaboussant le sol, épais et chaud, son odeur saturant l'air comme une brûlure. Des animaux aussi, du bétail, des cerfs, leur corps réduits à des amas de chair et d'os brisés. Et puis, je me vis, dans des reflets fugaces, ruisseaux argentés sous la lune, vitres de voiture, je me vis. Pas la fille que je connaissais, mais autre chose. Mes yeux brillaient d'une lueur ambrée, ma bouche était tachée de rouge. Et il y avait tant de sang. Au milieu de tout ça, je me souviens l'avoir aperçu, oncle Mike. Il était figé, le visage livide, comme vidé de toute expression tandis qu'il me regardait ce que j'étais devenu. Puis, comme une porte qui claque, les souvenirs s'arrêtèrent net. Quand je me réveillais ce matin-là, une étrange paix m'habitait, semblable à l'accalmie après une tempête. C'était cette fatigue sereine, profonde, que l'on ressent après une longue journée à travailler sous le soleil, comme si tous les rouages en moi avaient été huilés, remis en place. Je bâillais, m'étirais et me levais un peu plus dans la fraîcheur de la mousse sous mon dos. Puis ma main effleura quelque chose de doux à l'extérieur, humide à l'intérieur. Je tournai la tête. Ma main reposait sur une autre main, une main coupée. Je me redressai d'un bond, le cœur au bord de l'explosion, et la vérité me tomba dessus dans une nausée atroce. J'étais nu, étendu au milieu d'un tas de corps, leurs membres tordus, figés dans la mort, leur sang depuis longtemps séché, en traînée sombre sur ma peau. Une boucherie, un massacre grotesque, en plein cœur de la forêt. La panique s'abattit sur moi comme un fil électrique rompu, brûlante, foudroyante, insoutenable. Je ne savais ni où j'étais, ni comment j'étais arrivé là. Mais l'horreur, cette horreur suffocante qui m'étranglait la poitrine, fut bientôt éclipsée par autre chose. Une odeur, âcre, fétide, un mélange de fourrure mouillée et de viande en décomposition. Elle s'approchait. Je la reconnus avant même de me retourner. Je savais qui ce serait. Mes doigts agrippèrent en la première chose venue, un bras arraché, parce qu'il n'y avait ni bâton ni pierre assez gros pour se défendre. Mes jointures de blanchir sous la pression. Puis, je pivotais. Il était là, planté sur un rocher à moitié enfoncé dans la boue, il me fixait. Le dogman, mon geôlier, celui qui m'avait traîné ici avec sa meute. Il y a des choses qu'un être humain ne devrait jamais voir. Crois-moi, voir une créature pareille en plein jour, ça en fait partie. Sa fourrure, d'un brun roux, était épaisse, emmêlée, collée par endroits autour de ses épaules larges et de son torse noueux. Son museau canin acéré était immaculé, mais je savais qu'il n'était pas resté étranger à la boucherie de la nuit dernière. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lança-t-il d'un ton où se mêlaient moquerie et familiarité écœurante. « Tu vas me le lancer ? Un bras, sérieusement ?» Je ne répondis pas, ne baissai pas mon arme. Je le fixais juste, haletante. Il ricana, un rire grave, vibrant. « Sacré boulot, papa va être fier. »« Papa ?» Le mot me heurta comme une gifle. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?» Ma voix était rauque, cassée. « Tu t'es lâché cette nuit. T'as enfin montré de quoi t'étais capable. » Je secouai la tête. Fort. « Non, je ne peux pas avoir. »
Oh, mais tu l'as fait. Il sauta du rocher, la terre s'affaissant sous le poids de ses pattes massives. Et c'est pas grave. Tu l'attendais depuis toujours, même si tu ne le savais pas. Je ne suis pas comme vous. Ma voix claqua, tranchante comme du verre brisé. Je ne suis pas un monstre. Ses yeux jaunes se plissèrent. Son sourire s'effaça. Arrête de gémir. C'est ce que tu voulais. Courir, chasser, te battre. T'as toujours voulu être libre. Et maintenant, tu l'es. T'appartiens à ce monde. À nous. Je n'ai rien à voir avec vous, crachai-je. J'ai une maison, une famille. Je ne tuerai pas pour vous. Il renifla de mépris. Une maison? Tu veux dire cette prison de lois et de murs où tu devais faire semblant, où t'étouffait tout ce qui brûlait en toi? Ne dis pas de conneries. Tu n'as jamais été aussi libre que la nuit dernière. C'est ça, qui tu es. Arrête de m'appeler petite sœur. On n'est pas de la même famille. Il pencha la tête sur le côté et me regarda comme si j'étais celle qui n'avait rien compris. Mais si. Sa voix était basse, inébranlable. Même sang, même père. Un frisson glacé descendit le long de mon échine. Tu es l'une des nôtres, que ça te plaise ou non. Et si tu ne t'adaptes pas vite... Son sourire revint, loin d'être moqueur cette fois, cruel. Mais tu vas crever ici. Le pire, une partie de moi, une partie sombre, traîtresse, savait qu'il ne mentait pas. Mon ancienne vie, elle n'avait jamais vraiment ressemblé à une vie, après tout. Même si tu retournes là-bas, qu'est-ce qui t'attend, continua-t-il. La prison, les expériences. Ces humains ne te laisseront jamais partir. Ils t'enfermeront et te disséqueront. Il tendit une main griffue. Viens avec moi. Je te montrerai le chemin. J'y ai presque cru. Presque. Mais alors, il se raidit. Son museau frémit. Ses oreilles pivotèrent comme des radars en alerte. Attends, y a un truc qui cloche, murmura-t-il, reniflant plus fort. Son expression se durcit. Ça sent comme nous, mais pas vraiment. Merde, on doit... C'est là que ça nous frappa. Un son, non, pas un son. Un hurlement, strident, déchirant. Il éclata dans l'air comme une pluie d'éclats de verre. J'écrasai mes mains contre mes oreilles, mais ça ne servit à rien. C'était dans mon crâne, dans mes os. Je tombai à genoux, submergé par des vagues de vertige et de nausée. Le dogman aussi, il couina de douleur. À travers le brouillard, je vis du mouvement. Les feuilles frémirent, et là, il apparut. Grand-père. Il émergea de la végétation tel un fantôme des bois. Son corps était couvert d'un manteau de camouflage fait de feuilles. Des plaques d'armure terne brillaient sur sa poitrine. Entre ses lèvres pendait une flûte, une étrange flûte d'argent. Dans une main, il tenait une arme, un revolver. Grand-père s'avança droit vers le dogman. La créature lutta pour se relever, mais il ne lui en laissa pas l'occasion. Le revolver tonna, une fois, deux fois. La tête du dogman bascula en arrière, il s'effondra. Grand-père tira encore, juste pour être sûr. Je reculai dans les buissons, tremblante. Mon premier réflexe fut de courir vers lui, de m'accrocher à lui et de pleurer sur son épaule comme quand j'étais enfant. Mais je ne pouvais pas. Pas comme ça. Pas avec tout ce sang sur moi. Des soldats surgirent hors des arbres, fusils braqués sur moi. « Ne bouge pas !» hurla l'un d'eux. « Tout doux !»« Ne tirez pas !» ordonna grand-père. Il s'agenouilla près de moi, détacha la couverture de camouflage de son dos et l'enroula autour de mes épaules. Son visage était grave. Dans son regard, quelque chose que je ne voulais pas voir, de la pitié et de la compréhension. « Grand-père » chuchotai-je entre deux sanglots. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai... » Chut ! Il me serra contre lui. « Ça va aller. On va trouver une solution. » Mais en regardant les cadavres autour de moi, en contemplant le carnage que je ne pouvais nier, je compris qu'il avait déjà une réponse. Quelque chose clochait chez moi, quelque chose d'irréparable. Je m'agrippais à lui plus fort que jamais, comme une petite fille terrifiée par le noir. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ?» murmurai-je. Grand-père ne répondit pas. Il me regarda seulement de ses yeux troubles. Et c'était déjà une réponse en soi. En résumé, ils m'enfermèrent dans un centre spécialisé, un de ces endroits où ils cachent les gens comme moi, les monstres, loin du reste du monde. Je n'en vis jamais l'extérieur, je ne vis jamais non plus les couloirs. Chaque fois qu'ils me déplaçaient, j'étais déjà endormi. Ma chambre avait la couleur du désespoir, des murs grisâtres, ternes, une porte unique, des meubles fonctionnels, mais sans vie. Tout ce qu'il fallait pour une chambre, mais aucune âme. Au début, j'ai demandé des livres, des magazines, de petits morceaux de l'extérieur. Puis, avec le temps, j'ai cessé. Ça n'avait plus d'importance. J'ai perdu tout intérêt pour ce qui se passait là-bas. De toute façon, le monde au-delà de ces murs n'avait plus de place pour moi. Et forcément, à mesure que les années s'écoulaient, j'ai commencé à en vouloir à mon grand-père. D'abord doucement, comme un arrière-goût amer qui s'accroche au palais, puis avec une rage qui me rongeait. 3 ans dans cette boîte.
3 ans à voir les jours se fondre en une masse uniforme, grise, informe. Mais le pire, je ne sais pas ce qui était le plus insupportable. La monotonie sans fin, ou les nuits. Les nuits, ça hurlait. Tu ne pourrais pas imaginer les sons de cet endroit, pas sans y avoir été. Des gémissements, des murmures, des griffes raclant les murs, des souffles, toujours ce souffle, des créatures plus grandes, plus fortes, infiniment plus terribles que moi, des choses qui chuchotaient dans des langues anciennes, tordues, si lourdes qu'elles semblaient peser sur l'air lui-même. Tu crois savoir ce qu'est la peur. Essaye de t'allonger dans le noir, à écouter les monstres réciter des prières dans des dialectes inhumains. Ça te déchire la raison, ça t'arrache la peau du dedans. Et à travers tout ça, mes capacités grandissaient. Chaque fois que la pleine lune se levait, blanche et brillante, les parts sauvages de moi se battirent plus fort pour s'échapper. À 18 ans, je ne pouvais plus les retenir. Je me suis échappé 5 fois. 5 nuits de chaos. À la fin, j'avais laissé 21 gardes-morts et arraché un Sasquatch. Oui, un vrai Sasquatch. De membre en membre. À chaque fois, je me souvenais un peu plus de ce que j'avais fait. Et à chaque fois, je me détestais un peu plus pour cela. Je passais de longues heures vides à penser à tout ce que j'avais perdu. Ma mère, mes amis, les forêts que j'aimais tant. Parfois, je pensais à en finir là, dans cette cellule. Je me demandais si cela importait à quelqu'un. Je me demandais si les fées existaient aussi. Si les dogmen et les Sasquatch étaient réels, pourquoi pas les fées? Et je pensais à lui, le dogman de la forêt. Quel était son nom? Je n'ai jamais eu l'occasion de le lui demander. 3 ans. 3 ans de silence, brisés seulement par mes propres pensées et le cœur des monstres. Puis, pour mon 19e anniversaire, grand-père est venu me rendre visite. Je ne l'ai presque pas reconnu. Il semblait plus vieux que dans mes souvenirs. Le sommet de sa tête complètement chauve, sa barbiche blanche maintenant clairsemée et fine. Il sentait toujours ce parfum qu'il portait tout le temps, bleu ou quelque chose de français. Grand-père avait l'air fatigué. Nous avons parlé. Une conversation courte et polie sur la famille. Oncle Mike allait bien, tout le monde allait bien. Et puis, il l'a lâché. « On pense avoir retrouvé ton père, dit-il d'un ton direct, sans émotion, comme s'il annonçait la météo du lendemain. Super, répondis-je. Je voulais lui faire mal avec mes mots. Peut-être que tu pourras le tuer cette fois. Il ne broncha pas. Ah, c'est le plan. C'est juste qu'il est difficile à traquer. Même avec nos progrès, il est toujours un pas devant nous. Nous avons des preuves de ses dernières localisations sur les bords nord-est de Washington. On pense qu'il se dirige vers l'est. Idaho, peut-être le Montana. Alors allez le chercher. On ne peut pas. Chaque fois qu'on est proche, il bouge. Il laisse ses clans derrière lui pour qu'on s'occupe d'eux, comme celui que tu as rencontré. Des clans? Oui, plusieurs, peut-être plus. Ils sont dispersés dans les forêts. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi est-ce que je suis honoré de cette nouvelle? Grand-père soupira. J'ai besoin de ton aide. Tu es comme lui, tu as ses capacités. Pourquoi est-ce que je t'aiderais? Répliquai-je. Après tout ce que tu as fait? Parce que je veux réparer ça, dit-il doucement. Pendant trop de temps, il a fui ce qu'il mérite. Trop de femmes, trop de familles. Elles ont toutes souffert à cause de lui. Cela nous concerne, ça te concerne toi aussi. J'ai voulu rire dans sa face, lui dire de me laisser tranquille dans ma cage. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas, dis-je finalement. Je ne sais même pas si je peux contrôler ça. Tu as appris à le contrôler un peu, non? Pendant un temps, oui, mais c'est toujours là, affamé, toujours prêt à se battre. Je sais que c'est difficile, dit-il, mais tu peux le faire. Je sais que tu le peux. Il y eut un long silence. Au final, je n'ai pas accepté pour lui. J'ai accepté pour moi. Je voulais sortir. Et si traquer mon père signifiait sortir de ce cauchemar de bâtiment, alors tant pis. La prochaine fois que j'ai vu grand-père, c'était dehors. Il avait son équipe avec lui, un groupe de personnes habillées comme une famille, mais leurs yeux racontaient une autre histoire. Ce n'était pas une réunion de famille, c'était une mission. Je m'en fichais. L'air était frais, les bois m'attendaient, et pour la première fois depuis des années, je sentais une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon enfance. L'espoir. 21 mars 2018, forêt, Selway, Bitterroot, Idaho. La forêt était vivante cette nuit-là, mais vivante d'une manière que seuls les chasseurs comprennent. Elle avait cette immobilité oppressante, sombre, étouffante, remplie de secrets. Il n'y avait que moi et 30 soldats, armés jusqu'aux dents, traquant quelque chose qu'on ne voit pas dans les documentaires animaliers. Pas des loups, ni même des ours. Nous traquions des dogmen, des loups-garous selon le folklore, mais bien pire quand on les voit de près. Les gens de mon père savaient tout ça. Mon grand-père m'avait parlé d'une tribu comme celle-ci, des histoires qui collaient à la peau, comme de la résine de pin. Ce genre de récit qui vous donne l'impression que quelqu'un vous observe à travers les branches, vous écoute,
Selon lui, ces monstres avaient un lien ancien et tordu avec notre lignée. Ce n'était pas quelque chose sur lequel j'avais envie de me concentrer en dirigeant notre groupe, parce que c'est ce que nous étions, un groupe, n'est-ce pas? Une bande sauvage et armée, habillés comme des soldats, mais se déplaçant comme des prédateurs. Nous les avons sentis avant de les voir. Quelque chose de dense et pourri dans l'air, comme de la fourrure mouillée et du sang qui vous colle à la gorge. J'ai détourné les hommes silencieusement, un geste de la main ici, un regard là. Nous avons encerclé l'endroit où l'odeur était la plus forte, à 20 mètres d'une rivière. Les dogmen étaient étendus dans la terre, mi-humains, mi-animaux, ronflant et bougeant dans des rêves agités. Nous étions des fantômes dans l'obscurité, veillant à ne pas faire le moindre bruit. Un de mes hommes a sorti une grenade sonore, un bug, comme on l'appelait, de son gilet. Ces choses poussaient un cri à une fréquence que les chiens ne supportaient en pas. Une aiguille de son qui perforait leur cerveau comme du verre brisé. 10 secondes de chaos, et 10 secondes suffisaient. La grenade a rebondi au milieu d'eux. Pendant un instant, il n'y avait rien d'autre que le murmure du vent et le bruit sourd de la rivière. Puis... Oh! La forêt s'est réveillée dans un hurlement. Les bêtes se sont levées, se tenant les oreilles, se tordant comme des araignées trempées dans de l'essence. Elles aboyaient et criaient, griffant leurs têtes comme si elles pouvaient arracher le bruit. Les hommes ont ouvert le feu en unisson, des rafales bruyantes, mécaniques, qui déchiraient l'obscurité. Le sang a éclaboussé le sol, humide de neige, l'air était saturé de poudre et de cuivre. Les corps se sont effondrés et ont roulé, les têtes se sont rejetées en arrière, les membres ont tremblé. Et puis, c'était fini. 8 corps reposaient immobiles sous la lumière de la lune, des tas de fourrures et de chair déchiquetée et sanglants. 2 femelles, 4 mâles, un petit, de la taille d'un enfant malingre, replié comme s'il était encore en train de rêver. Mes hommes ont commencé à murmurer, échangeant leurs habituelles blagues sombres pour combler le silence. « Mauvais groupe », grogna quelqu'un. « Encore une foutue tribu. Je pensais qu'on trouverait les vrais salauds. »« Peu importe. Un dogman mort, c'est un bon dogman, » répondit un autre en crachant dans la terre. Il ne se souciait pas beaucoup de moi, pas vraiment. J'étais comme l'une des bêtes que nous chassions, un bon chien, tenu en laisse de fils et d'explosifs. Si je sortais de la ligne, je ne serais rien de plus qu'une tache sur le sol. Ma tête me grattait sous le collier. Nous avons fouillé la scène, cherchant des survivants, poussant les corps avec nos bottes pour nous assurer qu'ils ne jouaient pas à faire les morts. Et puis, ça a eu lieu. Un flot de mouvements, plus rapide que la pensée. L'une des bêtes s'est retournée, un mâle massif, et s'est jetée à travers les soldats dans une course folle vers la liberté. C'était le chaos. Les hommes hurlaient, les fusils crépitaient, les balles coupaient les arbres en deux, mais ils ne pouvaient pas l'atteindre. J'étais sur lui avant même de comprendre ce que je faisais, courant à toute vitesse dans l'obscurité. Mes muscles brûlaient, ma respiration haletante, mais il était rapide. Ses griffes déchiraient le sol, et je jure l'avoir entendu rire en prenant de la distance. Puis, des pierres. Un patch de rocher instable, et il hésita. J'ai attrapé un rocher et l'ai lancé, un geste primal, une arme de l'homme des cavernes. Il a frappé, fort, il a hurlé, un cri horrible, perçant, et a vacillé. Je me suis jeté sur lui, mes dents s'enfonçant dans la chair tendre de son oreille. Il a hurlé, se débattant sous moi, ses griffes griffant mes flancs. Nous avons roulé, son corps m'écrasant contre les rochers tranchants. J'ai frappé son visage, 1 fois, 2 fois. Ses griffes ont éclaté contre le sol, là où ma tête aurait dû être. Nous avons tous les deux bondi, haletants et saignants, nous mesurant du regard. Puis il parla, pas à voix haute, non. Les mots vinrent dans ma tête comme une voix lointaine à travers un mauvais signal radio. « Comment as-tu pu » grogna sa voix. « J'avais une famille, un fils. Et maintenant je n'ai plus rien. Je vais te déchirer, chien de sang. » Il se jeta sur moi, me plaquant au sol. Mes mains attrapèrent ses poignets, le retenant, tandis que son visage se rapprochait, sa mâchoire assez large pour engloutir la moitié de mon crâne. Ses dents s'enfoncèrent dans mon visage, lentement, délibérément. Je pouvais sentir la pression, les os qui craquaient, la peau qui se déchirait. Sa langue glissa sur mes lèvres, humide et répugnante. Je mordis à mon tour. Je mordis sa langue et je ne lâchai pas, écrasant mes dents jusqu'à ce qu'il hurle et se retire brutalement, son sang chaud éclaboussant mon visage. J'attrapai un autre rocher et le fracassai contre sa mâchoire ouverte, le bruit du choc aussi fort qu'un coup de fusil. Il tomba en arrière, se contorsionnant et trébuchant, tentant de fuir. Je ne le laissai pas faire. J'étais sur lui en quelques secondes, griffant, frappant, le battant jusqu'à ce que son visage ne soit plus qu'une bouillie. Mon esprit s'était égaré, perdu dans un brouillard rouge de rage. Je ne pouvais pas m'arrêter. Finalement, je le fis. Il respirait encore, à peine, sa poitrine tremblant comme un moteur cassé. Je restais là, haletante, le regardant tressaillir dans la terre. Pendant un instant, j'ai presque ressenti de la pitié pour lui. Presque. Je saisis son corps mutilé par la peau du cou et commençai à le traîner vers les autres. Des preuves,
me disais-je. Ils auraient besoin de preuves. Le collier autour de mon cou vrombissait doucement, un rappel de ce que j'étais vraiment. Un chien chassant des chiens, et comme le disaient toujours les gens de mon père, la forêt est vivante, et elle observe toujours. L'aube arriva, comme elle le fait toujours, silencieuse, indifférente, pâle comme un cadavre. À ce moment-là, j'étais redevenu humain, nu et tremblant, dans une cage qui sentait le fer et la sueur. La laisse était toujours là, serrée autour de mon cou, vibrant comme une malédiction. Il me faisait toujours la porter quand je travaillais. Une belle police d'assurance pour me rappeler ce que j'étais, quelque chose entre un homme et un outil. Quand ils vinrent enfin, ils me jetèrent un uniforme, des treillis, un sweatshirt, des bottes juste un peu trop petites, rien de spécial. Je m'habillais avec la lente résignation de quelqu'un qui avait fait ça des centaines de fois. Puis vint l'acte final. Ils me libérèrent de la laisse, la détachant avec un sifflement de pression et ce sourire que les hommes donnent aux animaux sauvages quand ils pensent que la cage les protège. J'avais perdu le compte des jours depuis ma recrue, mais je me souvenais de chaque raid. 11 fois où on m'avait lâché sur les dogmen, tuant des tribus, écrasant des crânes, déchiquetant de la fourrure et des os jusqu'à ce que le sol empeste la mort. 11 raids et 8 mois, dont la plupart n'avaient rien à voir avec ce qui comptait pour moi. 7 tribus anéanties pour aucune autre raison que la suspicion, la décision froide d'un bureaucrate qui estimait qu'elles pouvaient être dangereuses, qu'elles étaient trop sauvages pour exister. Je n'en ai pas pris plaisir. Pas comme les autres soldats. Les troupes, elles riaient, plaisantaient sur les chasses. Les dogmen étaient des monstres pour eux, des choses à effacer de la planète comme une tache qu'on frotterait avec de l'eau de Javel. C'est plus facile comme ça, de voir le monde en noir et blanc. Nous contre eux. Mais j'avais vu l'autre côté, la façon dont les dogmen se rassemblaient comme des familles, chassaient en meute, vivaient à leur manière. Pas une manière humaine, pas une manière civilisée, mais une vraie manière sauvage, et ça me rongeait. Parce que si ce sont des monstres, alors qu'est-ce que je suis? Les soldats ne posaient pas de questions. Ils gardaient simplement la laisse prête et les fusils chargés. J'ai commencé à les mépriser, pas seulement pour leur haine aveugle, mais pour la facilité avec laquelle ils détestaient. Ils ne voyaient pas comment un chiot se pelotonnait contre sa mère, ni comment les mâles protégeaient les femelles, contrairement aux humains, où l'idée de lien est embrouillée par des règles et de la honte. Mon grand-père m'avait toujours dit que je faisais un bon travail. « Je suis fier de toi, mon garçon », disait-il après chaque raid, me serrant la main comme un homme qui vient de conclure un marché. Mais quelque chose dans cette fierté me semblait faux, forcé, comme une représentation que nous étions tous deux trop fatigués pour arrêter de jouer. Je savais que ce n'était pas de l'amour, pas celui que je me souvenais avoir ressenti quand j'étais enfant. L'amour ne vivait pas dans ce genre de travail, où la mort était la seule certitude. Quand j'essayais de lui parler, de parler vraiment, la distance devenait évidente. « Papy », lui avais-je demandé une fois, « comment était maman avant que je n'arrive ?» Il n'hésita pas. « Brillante », dit-il, pleine d'énergie. Elle aimait la forêt, aimait les choses car silencieuses. Elle apprenait toujours, explorait, un peu comme toi. Avant, tu sais, c'était tout. Ce silence lourd, gênant, je ne l'avais pas poussé plus loin. La vérité était là, sous-entendue. Elle était humaine. Moi, je ne l'étais pas. Il me voyait comme quelque chose de différent, quelque chose de moins, un monstre dans la peau d'un homme. Je ne savais pas ce que j'étais non plus. Peut-être qu'une partie de moi était un monstre, et qu'une autre partie était quelque chose d'entièrement différent. J'avais cessé de rêver d'une vie normale depuis des années. L'université, une maison, des enfants, un jardin à tondre le samedi. Non, quoi que je sois, ce n'était pas fait pour ce monde. Et puis vint le rêve. Il se produisit profondément dans mon sommeil, un rêve qui ressemblait moins à un simple rêve qu'à un endroit où l'on me tirait malgré moi. Je me trouvais dans une région montagneuse, des arbres surgissant comme des soldats, leurs branches murmurant des secrets au vent. Le jour et la nuit se succédaient trop vite, le soleil et la lune traçant des sillons dans le ciel comme des phares sur une route sombre. Et puis je le vis, mon père. Il se tenait là, aussi grand que les pins, la fourrure noire ondulant comme de la fumée, des éclats de blanc traversant sa crinière comme des cicatrices de foudre. Ses yeux se verrouillaient l'un sur les miens et je sentis quelque chose bouger dans la moelle de mes os, un tiraillement profond et ancien. Sa voix ne venait pas en mots, mais en pensée, brute et accusatrice. Une autre tribu disparue, grâce à toi. Tu ressens de la culpabilité ? Tu ressens quoi que ce soit en abattant ce qui fait partie de toi. J'en doute. Tu es injuste, n'est-ce pas ? Un soldat pour leur cause. Laisse-moi te dire, gamin, ramène tes hommes, tes armes, toutes ces petites choses faibles que tu appelles du pouvoir. Retrouve-moi ici. Voyons, qui restera debout quand ce sera fini ? Le monde se transforma alors, des images brûlées dans mon esprit. Des montagnes se dressant au-dessus d'un lac sombre comme du pétrole,
un sentier sinueux, serpentant vers un endroit oublié, St. Mary, Montana. Je me réveillais, le cœur battant, la sueur se rassemblant dans le creux de ma clavicule. Je savais ce que c'était, une invitation, une promesse. Mon père voulait un affrontement, et j'allais avoir besoin de toute l'aide possible.